bonsoir. Merci d'avoir bravé le froid. Même moi, j'ai failli pas venir. Ok, si vous êtes ici, c'est sans doute parce que vous voulez vous aspirer à une société nouvelle, à créer un monde nouveau, un monde meilleur, au moins à améliorer le monde dans lequel on vit, j'imagine. Probablement que vous voyez les problèmes en fait qui sont dans notre société, gangrénés en fait par le racisme, par le sexisme, par la pauvreté, la misère, par l'exploitation. Vous voyez les guerres à travers le monde, à l'étranger. Hein. La crise écologique aussi, hein. On a quelques décennies avant de perdre la planète carrément. Et peut-être que vous voyez, comme moi, les élites politiques qui semblent pas faire grand-chose, hein. Qui semblent un peu déconnectées des besoins de la population en général, qui ne semblent pas tellement inquiets en fait de l'avenir de la planète. C'est pas un hasard. C'est pas dû au manque de volonté en fait des élites politiques, même si souvent c'est le cas. En fait, le problème, c'est la nature même en fait de l'institution qui gouverne nos sociétés, c'est-à-dire l'État. C'est comme ça que j'ai introduit le thème de ce soir. Donc, on ne peut pas parler de changer la société dans ses fondements, créer une société meilleure, sans aborder la question de l'État. Nous, les marxistes, on vise à créer une société qui sera plus divisée en classes sociales, qui sera plus marquée par l'exploitation, où les gens vont pouvoir contribuer et travailler pour le bien commun en fonction de leur capacité et de leurs aspirations aussi, et auront pu à travailler en fait pour les profits d'une minorité de rapaces qui s'accaparent les richesses et qui exploitent les travailleurs. Mais ce qu'on voit par exemple, c'est que c'est difficile de changer la société. Hein. Même les plus petites réformes, ils sont obtenus à la suite de luttes très vives, hein, très longues souvent. Et souvent les mouvements de contestation ou de revendication vont faire face à la répression des forces de l'ordre, hein, à la répression à la répression policière par exemple. Je ne sais pas s'il y a d'entre vous qui étaient présents au Québec pendant 2012, pendant la grève de 2012, j'imagine. Ce qu'on voyait, c'est que les étudiants, en fait, se faisaient attaquer par la police, hein, qui se faisaient un plaisir d'aller matraquer des gens, des jeunes qui militaient, en fait, pour un droit fondamental, celui à l'éducation. On voit aussi, par exemple, en Ontario, hein, le nouveau Doug Ford, le Trump ontarien, qui a fait passer une loi, par exemple, pour la défendre la liberté d'expression sur les campus. Mais cette loi-là, en fait, sert à museler les groupes de gauche, les groupes progressistes, au profit des groupes racistes d'extrême droite, dont beaucoup des membres de ces groupes-là, en fait, composent l'électorat de Doug Ford. Et tout ça, ça nous montre le vrai visage, en fait, de l'État. À l'école, quand on grandit, on nous dit un peu on essaie un peu de nous faire croire que l'État, c'est un organe qui est indépendant des classes, hein, qui sert un peu d'un arbitre neutre au-dessus de la société et qui veille au bien-être de l'ensemble de la population. Pour les marxistes, c'est pas vrai. J'imagine que vous y attendiez. L'État est apparu pour des raisons historiques et il remplit une fonction bien précise. L'État n'est pas au-dessus de la société, mais il est le produit de son évolution. Donc, pour comprendre, en fait, justement, c'est quoi la vraie nature de l'État, il faut remonter dans le temps, comme ça. Dans le fond, pour comprendre que l'État n'a pas toujours existé, hein. On essaie un peu de nous faire comprendre, de nous faire croire, faire avaler que l'État, c'est un peu comme Dieu, qui a toujours été présent, que les hommes sont condamnés à être gouvernés comme ils sont condamnés à mourir. Donc, oui, les marxistes pensent que les hommes sont condamnés à mourir. Malheureusement, on ne donnera pas le secret de l'immortalité ce soir. Mais les marxistes pensent que les hommes ne sont pas condamnés à être gouvernés. Donc, si on observe depuis l'apparition de l'homme moderne, les premières sociétés humaines, il y a des milliers d'années de ça, là, on remonte vraiment dans le temps, ce qu'on voit, c'est que pendant la majeure partie de l'existence de l'homme, les groupes humains habitaient dans des communautés, en fait, où il n'y avait pas d'appareil de répression, où il n'y avait pas de loi, où il n'y avait pas d'État. C'est ce que Marx et Engels, grands marxistes, surtout Marx, appelaient le communisme primitif. Donc, c'était des sociétés composées de chasseurs-cueilleurs, en fait, hein, où l'économie était basée sur la chasse et la cueillette. Dans ces sociétés-là, en fait, la richesse était partagée par l'ensemble du groupe, l'ensemble de la communauté. Tout le monde participait au processus décisionnel. S'il y avait des chefs qui étaient élus, c'était souvent des titres temporaires. Et aussi, tout le monde pouvait un peu désobéir au chef s'il jugeait que les décisions du chef n'étaient pas bonnes. Et le chef aussi pouvait être renversé. Donc, ce n'était pas les élites politiques qu'on connaît aujourd'hui.
Et surtout, dans ces sociétés-là, personne ne travaillait pour le profit d'un autre. Il n'y avait pas d'exploitation. Il n'y avait pas de grande disparité de richesse. Là. Ça se peut que quelqu'un avait une flèche de plus qu'un autre, là. Mais ça se limitait à ça. Il n'y avait pas des milliardaires et des gens qui mendient dans la rue. Et il n'y avait pas de dominants et de dominés. Mais évidemment, l'humanité a évolué. Et il y a 12 000 ans de ça, pouf, il y a eu un grand moment dans l'histoire humaine, le développement de l'agriculture. Hein. Les hommes ont commencé à comprendre que si tu mets un truc dans le sol, ça se peut qu'il pousse. Tu peux le manger après. Donc, je sais pas pourquoi je vous explique l'agriculture. Ça a été une prodigieuse avancée technique. Hein. Mais ça a eu des conséquences majeures sur l'organisation des sociétés humaines. Donc, ce que l'agriculture a permis, c'est la génération de surplus. Ça va permettre de générer des surplus. Donc, avec les chasseurs-cueilleurs, en fait, la chasse à la cueillette, c'est pas très fiable pour se nourrir. Hein. C'est pas une façon très, très efficace. Ce que ça faisait, c'est que l'être humain, mettons un individu, arrivait pas mal à se trouver, produire, à manger assez pour lui, et ça s'arrêtait là, et même souvent, c'était plus ou moins le cas. Hein. Donc, c'est des sociétés qui étaient marquées par des famines ponctuelles, hein, où le taux de productivité était très, très bas. L'agriculture, ce que ça permet, c'est qu'un être humain peut être assez productif pour nourrir un groupe d'individus. Donc, évidemment, c'était une avancée. Je nie pas ça. Je suis content de ne pas avoir à chasser pour ma nourriture. Mais ce que ça a permis, c'est l'apparition de l'esclavage. Donc, ce qui est arrivé, c'est que s'il y avait des groupes, des tribus, des clans, qui sont entrés en guerre, la tribu qui gagnait allait prendre des soldats de la tribu vaincue et les capturer et les mettre en esclavage. À l'époque du communisme primitif, la chasse et la cueillette, ça aurait été ridicule de faire ça, parce que le gars, une fois dans la tribu, ben, il va chasser et cueillir pour lui-même, et possiblement qu'il va même falloir que tu le nourrisses. Ça ne sert à rien. Mais une fois que l'agriculture est développée, là, ce que ça permet, c'est qu'il va travailler, il va permettre de te nourrir toi, il va permettre possiblement même de nourrir ta famille. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que l'esclavage s'est répandu dans la majorité des sociétés. Et ça a permis aux gens qui étaient propriétaires d'esclaves de se libérer du travail manuel. Il n'y avait plus à labourer la terre. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on laboure. Et ils ont pu se consacrer après ça à des grandes avancées, en fait, dans les sciences, dans l'art, dans la philosophie, la littérature, tout ce que vous voulez, la musique. Et ça a permis le développement des grandes civilisations antiques. On pourrait parler, par exemple, de Rome et de la Grèce antique. Et je vais surtout parler de Rome dans la présentation. Mais c'est là, le plus important, c'est que c'est la première division de la société en classes sociales. Hein? Là, la société est divisée en maîtres et esclaves. C'est quoi une classe sociale? Ben, des classes sociales. Quand la société est divisée en deux groupes dont les intérêts sont irréconciliables et contradictoires. Donc, le maître, il ne peut pas s'entendre avec son esclave. Il l'exploite brutalement pour produire de la richesse qui s'accapare. Et l'esclave, lui, ce qu'il aimerait, c'est plus être un esclave. Et donc, c'est ça qui rend nécessaire, en fait, la création de l'État. Les maîtres représentent une minorité dans la société. Les esclaves représentent une majorité. Donc, ce qui arrive, c'est que les maîtres ont besoin, en fait, d'un corps d'hommes armés qui va mater les esclaves pour les empêcher de se révolter ou de s'enfuir. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est donner des armes à des hommes, souvent même des esclaves eux-mêmes, qui vont aller empêcher justement les révoltes ou les évasions. Et ce système-là a fini par se développer au fil du temps, on parle quand même de centaines d'années, pour donner les systèmes politiques qu'on voyait dans la Grèce, dans la Rome antique, des systèmes qui étaient déjà assez développés avec des tribunaux, avec des avocats, avec toute l'équipe. Vous connaissez un peu, j'imagine, vous avez des cours d'histoire. Et donc, ce qu'on voit, c'est que l'État esclavagiste, en fait, est au service des maîtres, permettait que les maîtres d'esclaves gardent leurs esclaves et maintenaient le système esclavagiste en place. On voit la vraie nature, en fait, de l'État esclavagiste dans la Rome antique, quand il y a eu ce qu'on appelait les guerres serviles, que les Romains appelaient les guerres serviles, en fait, c'était des prodigieuses révoltes où des milliers d'esclaves se soulevaient pour s'émanciper, en fait, de l'exploitation brutale des Romains. Évidemment, la plus connue, c'est la troisième, celle qui a été dirigée par Spartacus, le grand Spartacus. Et donc, quand Spartacus a été vaincu, et son armée elle aussi, le Crassus, en fait, a décidé, pour donner un exemple,
de crucifier 6000 des rebelles de la route entre Capoue et Rome pour envoyer un message clair à tous les esclaves qui voulaient se rebeller, que c'est ça qui les attendait, qui se rebellaient contre la puissance de la République romaine. Et donc, on voit que cet exemple-là, et qui est un exemple parmi tant d'autres, ça explique comment l'État de la Rome antique, dans toutes les sociétés esclavagistes, servait à défendre les maîtres des esclaves. Donc la loi permettait, par exemple, à Rome qu'un maître puisse mettre son esclave à mort. Il avait besoin de se justifier un peu, mais c'était pas vraiment compliqué. Donc il pouvait décider, ah toi, viens, paf, je suis pas de bonne humeur un matin, je me débarrasse de toi. L'esclave était privé de son humanité, il était considéré comme un meuble ou comme du bétail aux yeux de la loi. Donc ce qu'on voit, c'est que la loi et ses institutions légales servaient à encadrer cette violence-là extrêmement brutale qui était l'esclavage romain. Ce que ça nous montre, c'est que l'État, il ne fait pas preuve de neutralité. Ce n'est pas un corps neutre dans la société. Il est au service de la classe dirigeante, dont les intérêts sont contradictoires et irréconciliables avec ceux de la classe dominée. En ce cas-ci, les maîtres, les propriétaires d'esclaves et les esclaves. Mais évidemment, l'Empire romain a fini par s'effondrer. Hein. Toute bonne chose a une fin. Toute mauvaise chose aussi, apparemment. Mais l'esclavagisme a été remplacé comme système par le féodalisme. Donc, ce qui est arrivé, c'est que les propriétaires d'esclaves ont été remplacés par les seigneurs féodaux et les esclaves par des serfs ou des paysans. Donc, sous le féodalisme, j'imagine que vous savez un peu, les seigneurs féodaux possédaient des grandes terres et les paysans, en fait, se faisaient donner un petit lopin de terre minable par le seigneur et pour ça, ils devaient rembourser une dette qui était en fin de compte jamais capable de rembourser et ils devaient travailler, en fait, plusieurs jours par année au service du seigneur et lui donner une partie de ses récoltes. Donc, le paysan était considéré comme un homme libre, même s'il ne pouvait pas quitter la terre, mais l'exploitation, en fait, était la même. Hein? On avait encore une majorité, les paysans, les serfs, qui étaient exploités au profit d'une minorité, l'aristocratie féodale. Donc, l'État, les institutions féodales, avec le roi à sa tête, étaient au service de ce système-là d'exploitation qui était le féodalisme. Donc, la nature de l'État ne changeait pas. Et la société était encore divisée en classes sociales. Le féodalisme aussi a fini par être remplacé par un autre système. Avec la découverte des Amériques, le développement du commerce qui est devenu le moteur de l'économie, ça a permis l'avènement d'une nouvelle classe sociale, la bourgeoisie, ou ce qu'on appelle le capitalisme plus communément. Donc avec le commerce, auquel les seigneurs ne participaient pas parce qu'eux ils tiraient l'argent de l'exploitation brutale des serfs, de la terre. Donc les bourgeois ont fini par devenir plus riches en fait que les seigneurs. Une fois qu'ils avaient le pouvoir économique, ça leur prenait le pouvoir politique. Mais pour ce faire, il fallait qu'ils renversent en fait l'État féodal. Et ils ne pouvaient pas juste s'accaparer l'État féodal puis être genre « je suis un bourgeois roi ». Ça ne marchait pas. Il fallait absolument qu'ils remplacent cet État-là, cette forme d'État-là, par une nouvelle forme d'État qui serve les intérêts de la nouvelle classe dominante, la bourgeoisie, donc l'État bourgeois. C'est ça qui a mené aux révolutions qu'on dit bourgeoises démocratiques, hein, comme la Révolution anglaise de 1640, la Révolution américaine de 1776, la guerre d'indépendance, et évidemment la Révolution française de 1749, qui prend l'exemple typique de la Révolution 1789, qui est probablement l'exemple typique en fait des révolutions bourgeoises démocratiques. Donc ces révolutions-là font passer en fait la machine d'État des mains de l'aristocratie féodale aux mains des capitalistes, de la bourgeoisie. Les privilèges féodaux basés sur la naissance, hein, sur le sang bleu, sont abolis. Il y a une forme de démocratie qui est créée, une forme de suffrage. Généralement, on ne parlait pas de suffrage universel. C'est un droit de vote qui était basé sur la propriété, donc les riches avaient le droit de voter, mais quand même, il y avait un droit de vote. L'égalité de tous devant la loi. Donc, tous les privilèges de noblesse sont abolis. Le seul privilège qui reste, en fait, c'est la richesse. Mais la richesse, elle est entre les mains de la bourgeoisie. Et donc, reste que cette égalité-là devant la loi et ces nouvelles libertés-là, ça peut donner une impression de neutralité hein, de l'État. Mais il n'en était rien. Ces idéaux-là de démocratie, de liberté, qui sont quand même des belles idées, en fait, représentaient des valeurs bourgeoises qui étaient au service des intérêts économiques de cette classe-là, qui était la nouvelle classe dominante. En fait, la bourgeoisie, pour assurer sa richesse et ses profits, avait besoin du libre marché, de la libre circulation des capitaux. Donc, sous le féodalisme, ce qui arrivait, c'est qu'il y avait énormément de tarifs douaniers, par exemple, entre les différents comtés,
Je sais qu'avant la Révolution française, ça coûtait moins cher de faire venir de la soie du Japon que de se faire venir un bout de tissu d'une autre province française à cause de tous les tarifs. Et à cette époque-là, il n'y avait pas encore Amazon, puis eBay, puis toutes ces affaires-là. Mais donc, c'était un frein au développement économique. Et il fallait aussi que les travailleurs puissent circuler librement sur les territoires pour pouvoir aller vendre leur force de travail à leurs patrons, les capitalistes, et signer des contrats de travail dans lesquels ils allaient se faire exploiter. Donc, on voit que les rapports de classe, en fait, sont les mêmes. Hein. Les capitalistes sont une infime minorité de la population et ils exploitent désormais les travailleurs pour assurer leur profit. Mais cette apparente neutralité de l'État, elle a été amplifiée après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, il s'est passé des affaires. Pendant aussi, il s'est passé des affaires. Mais après la guerre, il y a eu un boom économique, principalement parce que l'Europe était vraiment maganée. Donc, réparer l'Europe, ça créait de la job. Et aussi, il y avait des mouvements ouvriers un peu partout, des mouvements assez massifs qui commençaient à avoir un caractère révolutionnaire. Ce que ça a poussé, c'est la classe dominante. À ce moment-là, les capitalistes se sont dit, OK, on va faire des compromis. De toute façon, on a plein de cash, donc on va donner un peu, puis comme ça va calmer les travailleurs. Et c'est ça qui a donné la naissance, en fait, de l'État-providence. Un exemple de ça, c'est la glorieuse Révolution tranquille, hein, qu'on a connue ici, peut-être en guillemets, mais qui a quand même eu des réformes assez solides. Hein. L'éducation gratuite, les soins de santé gratuits, l'éducation gratuite jusqu'à l'université, on s'entend, et plein d'autres lois, en fait, pour protéger les travailleurs. Il faut quand même penser qu'avant la Révolution tranquille, avant que toutes ces réformes-là commencent, il y a eu plusieurs tentatives de la classe ouvrière québécoise de créer un État ouvrier, pas un État ouvrier, un parti ouvrier, pas encore l'État ouvrier, plus tard, mais un parti ouvrier qui allait défendre les intérêts des travailleurs, ce qui clairement faisait peur à la classe dirigeante. Mais ces réformes-là ne dépassaient pas, en fait, les limites du système capitaliste. L'exploitation était la même. Hein. Les capitalistes continuaient à exploiter les travailleurs. Et aussi, ces réformes-là avaient un caractère temporaire. Et on le voit aujourd'hui. Donc, depuis les années 70, depuis le choc pétrolier particulièrement, et encore plus depuis la crise de 2008, ce qu'on voit, c'est que l'économie capitaliste est un peu en déclin. Donc, la productivité est plus ce qu'elle était, et les capitalistes ont de plus en plus de misère à générer des profits. Ce que ça fait, c'est que ça les pousse à vouloir imposer des mesures d'austérité à la classe ouvrière. Donc, c'est la classe ouvrière qui doit payer pour les pots cassés des capitalistes. Et donc, ce qu'on voit, c'est des coupures massives. On le voit ici, notre système d'éducation, notre système de santé, par exemple, qui est en lambeaux, hein, qui s'en va vers une privatisation. Puis notre système d'éducation, nos écoles sont vraiment assez en ruine. Hein. Je sais qu'il y a plusieurs écoles à Montréal où il y a des rats et des affaires de même. Et ce qu'on voit, c'est que même les gouvernements de gauche ne sont pas vraiment capables de faire quelque chose par rapport à ça. Un exemple, c'est en 2015, Syriza, en Grèce, gouvernement de gauche radicale, hein, qui avait été élu avec la promesse d'aller défier les banquiers de l'Union européenne qui imposaient en fait des mesures d'austérité extrêmement brutales à la classe ouvrière grecque, qui avaient même pour conséquence de ruiner encore plus l'économie grecque. C'est pas. Et donc, ils s'étaient fait élire avec la promesse de, bon, on va aller leur dire non. Mais une fois qu'ils ont été élus, en fait, ils ont été obligés de capituler devant les banquiers européens. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'État, même quand c'est un gouvernement de gauche qui est au pouvoir, il est au service des capitalistes qui veulent défendre leurs privilèges. Marx et Engels le disaient de la façon suivante, l'État bourgeois a pour fonction de gérer les affaires communes de la bourgeoisie. Donc, la classe ouvrière, il s'en sac pas mal. Donc, avec son armée, avec sa police, avec ses tribunaux, il sert à maintenir le système capitaliste en place, il sert à assurer la domination du capital, donc des capitalistes, et de maintenir l'exploitation des travailleurs. L'État peut prendre plusieurs formes. Hein. On a des républiques démocratiques, comme aux États-Unis, comme en France. On a des monarchies constitutionnelles, comme au Royaume-Uni, puis comme ici, on a encore la reine sur une pièce de monnaie. On a des dictatures militaires, comme on a connu par exemple au Chili avec Pinochet, des régimes fascistes, comme on a connu en Italie avec Mussolini, Franco en Espagne, et évidemment Hitler en Allemagne. Ces États-là sont différents au niveau de la brutalité en fait, de l'État, mais leur fonction est la même. Assurer le maintien du système capitaliste, assurer le pouvoir des capitalistes et leur contrôle de la société, et qu'ils puissent continuer à exploiter la classe ouvrière. Aussi, aujourd'hui, l'État est devenu un monstre bureaucratique. Hein.
il y a une armée de fonctionnaires, des milliers, sinon des millions, une armée permanente aussi de soldats prêts à aller tirer sur la population, envahir d'autres pays, pour ouvrir d'autres marchés pour les capitalistes. Et tout ça, ça coûte énormément d'argent et ça dévore en fait une bonne partie des richesses prises dans les poches des travailleurs parce que les capitalistes, eux, souvent arrivent à échapper, à ne pas trop payer d'impôts. Il y a plein de formules comme les paradis fiscaux, comme ce genre de choses-là. Quand ils ont trop de dettes, de toute façon, l'État les rembourse. On l'a vu avec Chrysler, que je pense que c'est 2,5 milliards que l'État a donné à Chrysler pour rembourser, l'État fédéral canadien, pour rembourser sa dette. Moi, j'attends que l'État fédéral canadien rembourse mes prêts et bourses. Je pense que je peux toujours rêver. Et donc, on voit, c'est une contradiction que les travailleurs se retrouvent à financer eux-mêmes l'outil qui sert à leur propre domination. Donc, ce que ça nous fait croire, ce que ça nous fait penser, conclure, c'est que on peut pas compter sur l'État bourgeois. Les travailleurs ne peuvent pas compter sur l'État bourgeois pour assurer leur émancipation. L'État doit être remplacé, en fait. Il doit être remplacé pour assurer l'émancipation de la classe ouvrière. Parce que, est-ce qu'on peut réformer l'État? Comme je disais, les réformes ont un caractère temporaire et dépendent de la bonne volonté, en fait, des capitalistes à faire des compromis. Mais si ces derniers sentent qu'un gouvernement menace leurs intérêts, ils ne vont pas hésiter à utiliser la machine d'État dans toute sa brutalité pour se débarrasser de ce gouvernement-là. On l'a vu avec Allende dans les années 70 au Chili, qui voulait instaurer énormément de réformes assez ambitieuses, en fait, pour servir la classe ouvrière, aussi la classe paysanne chilienne, qui était dans des conditions extrêmement exécrables, et qui voulait le faire, en fait, en passant par le Parlement, sans dépasser la légalité bourgeoise. Donc, il a été renversé par l'armée, par un putsch militaire, dans lequel, qui a été orchestré en fait par Pinochet, un général qui avait lui-même mis en poste. Donc cette confiance-là qu'il avait en l'État bourgeois, lui a été fatale, ça lui a fait perdre le pouvoir et ça lui a fait perdre sa vie. Ça a coûté la vie à des milliers de travailleurs aussi. Donc on ne peut pas réformer l'État bourgeois, on ne peut pas le rendre moins bourgeois, il faut le remplacer. Il faut le remplacer par quoi? Il faut le remplacer par un État ouvrier, par une démocratie ouvrière. Mais à quoi ça ressemble, en fait, une démocratie ouvrière? Donc, il y a eu plusieurs exemples dans l'histoire, pas tant que ça. Évidemment, il y a la Commune de Paris, en 1871. Marx avait dit que c'était dans ça qu'il voyait les germes, en fait, d'un État ouvrier. Mais je ne m'attendrai pas trop sur la Commune de Paris. En fait, ça pourrait être abordé dans la discussion s'il y en a qui veulent vraiment savoir c'est quoi. Parce que je pense que le meilleur exemple que je veux donner dans le temps qui m'est accordé, c'est le régime soviétique, en fait, la démocratie soviétique, qui a été instaurée avec la Révolution d'octobre en 1917. En fait, en 1917, les travailleurs étaient organisés dans des soviets, c'est-à-dire des conseils. Au départ, des conseils ouvriers, mais après ça, il s'est créé des conseils de paysans et même des conseils de soldats. Donc, ces conseils-là étaient sur les lieux de travail, dans les villes, donc à l'échelle municipale, à l'échelle régionale et à l'échelle de certaines usines, certains bataillons de l'armée aussi. Et tout le monde pouvait participer, il y avait des discussions, et il y avait des délégués qui étaient élus, qui eux se rendaient au congrès des soviets, où tout le monde se réunissait, où tous les délégués à l'échelle nationale se réunissaient pour prendre des décisions majeures qui concernaient les questions en plus à l'échelle nationale et aussi qui permettaient d'élire le gouvernement. Donc c'est vraiment une démocratisation de fond en comble de la société. Puis c'est un État, en fait, à ce moment-là, qui sert en fait les intérêts de la majorité et plus celle de la minorité. La majorité étant, dans le cas de 1917, les travailleurs et les paysans, et puis la minorité qui était les capitalistes. Et donc, quand on dit l'État, c'est un appareil de domination d'une classe sur une autre, mais on voit l'État bourgeois, il sert les intérêts de la minorité capitaliste, l'infime minorité. L'État ouvrier, lui, il sert la majorité, parce que les travailleurs, surtout aujourd'hui, dans notre pays, représentent quoi, 85, 90, 95% de la population. Et donc, ça a pour effet que l'État bourgeois, lui, tend à se complexifier, à devenir de plus en plus gros et de plus en plus gourmand. Mais l'État ouvrier, lui, il tend à se réduire. Il tend à devenir de plus en plus petit, de moins en moins nécessaire. Donc, en créant un État ouvrier, ce qui arrive, c'est que les travailleurs contrôlent et planifient démocratiquement la production, la distribution dans les usines, dans les banques, les ressources naturelles aussi, tous les piliers de l'économie.
Donc la richesse n'est plus entre les mains d'une minorité qui exploite les autres, hein, sous prétexte qu'elle possède les moyens de production. La richesse est mise au service du bien commun. Donc l'appareil de domination, hein, qui sert à mater cette majorité qui peut se soulever là, devient moins nécessaire. Là, l'appareil de domination, en fait, qui devient un appareil plutôt de gestion, et que la seule, en fait, répression qu'il peut appliquer, c'est de mater la minorité bourgeoise qui voudrait financer, en fait, la contre-révolution. Donc l'État tend à devenir de moins en moins nécessaire, hein, au fur et à mesure que tout le monde, un peu dans la société, devient un travailleur qui travaille pour le bien de tous, et non plus pour le profit d'un milliardaire capitaliste. Et donc, peu à peu, il devient de moins en moins nécessaire et il tend à disparaître. Donc on revient progressivement à une société sans État, qui est basée sur la coopération, sur l'esprit de communauté, comme à l'aube de l'humanité, hein, dans le communisme primitif que je décrivais, mais avec un niveau de développement technologique comme on connaît aujourd'hui, mais je dirais un niveau de développement technologique encore supérieur. Et c'est ce que Marx appelait le communisme intégral. Et donc, la période de transition, hein, entre le capitalisme et cette société-là, sans classe sociale, où l'État est arrivé à s'éteindre, le communisme intégral, cette période de transition-là, où l'État ouvrier est nécessaire pour arriver au communisme intégral, c'est ce qu'on appelle le socialisme. Et donc, pour arriver à ça, à créer un État ouvrier sain, à bâtir le socialisme et à créer une société où les classes sociales vont disparaître et où l'État aussi va finir par disparaître, il y a plusieurs mesures qui ont été envisagées par Marx et Engels, en fait, suite à l'expérience de la Commune. Donc, je vous les nomme. L'abolition de l'armée permanente. Donc, l'armée ne peut plus être séparée du peuple pour que la classe dirigeante puisse dire allez, leur tirer dessus, comme c'est arrivé au Chili. Il faut que le peuple se défende lui-même, qui se défende son État ouvrier qui lui appartient. L'électibilité et la révocabilité des fonctionnaires et des représentants de l'État. Donc, encore aujourd'hui, par exemple, les juges, hein, ils ne sont pas élus. C'est des postes à vie qu'on leur donne. On n'a aucune idée. C'est le gouvernement qui les nomme. On ne sait jamais vraiment c'est qui va devenir juge. Et c'est ces gens-là qui vont nous condamner à des peines de prison. Nous, on ne veut pas ça. Dans un État ouvrier sain, ces gens-là seraient élus et révocables. Donc, ça veut dire si la personne ne travaille pas comme il faut, si la personne est corrompue, même si ça fait 1 mois qu'il est à son poste, on la vire, on élit quelqu'un d'autre. Aussi simple que ça. Salaire ouvrier moyen pour les représentants de l'État. Donc, le représentant de l'État va toucher plus ou moins le même salaire que le travailleur moyen dans la société, ce qui permet d'éviter les opportunistes qui vont aller faire de la politique pour se remplir les poches. Je pense qu'il y en a quelques-uns hein, dans nos élites politiques. Éventuellement, l'exercice par tous des fonctions publiques. Ça peut être un peu compliqué. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand l'État ouvrier commence à devenir de moins en moins gros, de moins en moins lourd, les tâches de gestion deviennent de plus en plus des tâches un peu d'administration, de plus en plus simples, de plus en plus basiques. Et aussi, il faut dire, sous le socialisme, on arrive à réduire la semaine de travail en augmentant la productivité par un contrôle rationnel, en fait, de la production. Ce que ça fait, c'est que ça libère les travailleurs pour aller faire de la politique. Donc, on peut penser quelqu'un qui ferait, je ne sais pas, 20 heures semaine à l'usine et 10 heures semaine de la politique. Et comme Lénine disait par rapport à ça, c'est que si tout le monde est un bureaucrate, plus personne n'est un bureaucrate. Et donc, on n'a plus ces élites politiques-là hein, qui sont dans leur tour d'ivoire et qui nous prennent un peu pour vous savez quoi. En dernier lieu, la suppression du parlementarisme et la fusion du législatif et de l'exécutif. Donc, les gens qui votent les lois devraient être ceux qui les appliquent. C'est aussi simple que ça. De cette façon-là, on se débarrasse des intrigues parlementaires, des jeux de coulisses et des enveloppes brunes. Hein. Le ministre qui reçoit tel patron d'entreprise dans son bureau et qui se fait donner une bonne grosse enveloppe bien juteuse. Donc, pour arriver à ça, évidemment, les travailleurs doivent prendre le contrôle par des conseils ouvriers de tous les moteurs d'économie, hein, les grandes usines, les banques. Ils doivent contrôler aussi les richesses naturelles qui doivent être nationalisées. Ils doivent participer activement à la politique par des assemblées de quartier, des assemblées populaires, des assemblées ou des conseils ouvriers sur leur lieu de travail, à l'échelle municipale, à l'échelle nationale, à l'échelle provinciale, peu importe comment ça serait organisé. Donc que chacun, en fait, ait son mot à dire, que chacun participe au processus politique. Aujourd'hui, les gens sont blasés de la politique parce que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est mettre un bout de papier dans une boîte, puis sacrer leur camp chez eux, là, voir ce que ces gens-là qui ont été élus vont faire.
puis ils n'ont aucun pouvoir, aucun mot à dire, en fait, jusqu'aux prochaines élections. Et c'est ça qu'on veut éviter. On veut que les gens puissent vraiment se faire entendre, peuvent vraiment participer à la politique. Aussi une gestion rationnelle de la production qui va permettre l'abolition du chômage. C'est ridicule que dans une société aussi avancée que la nôtre, aussi évoluée, qu'il y ait des gens qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi. On peut faire travailler tout le monde, on peut trouver quelqu'un. Chaque personne a des capacités, donc on peut exploiter ces capacités-là pour le bien commun, pour le profit des capitalistes. Donc faire participer tout le monde à bâtir une société meilleure. L'abolition de la pauvreté, évidemment, si les richesses sont nationalisées, on arrive à distribuer de façon plus égalitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui va devoir s'inquiéter s'ils vont pouvoir s'acheter à manger, s'ils vont pouvoir payer leur loyer, s'ils vont pouvoir se trouver un logement. Et je vous ajouterai à ça la gestion écologique. La terre est mal en point parce que les capitalistes gèrent n'importe comment la production parce qu'ils s'en foutent. De toute façon, la plupart d'entre eux ont quoi, 60 ans, 70 ans. Ils vont mourir avant que la planète soit foutue. Nous, non. Donc voilà, une gestion rationnelle sous contrôle démocratique par les travailleurs qui va permettre de sauver la planète. Donc comme le dirait Engels, on passe du bon de l'humanité au règne de la nécessité à celui de la liberté. Et c'est ça qui va permettre en fait l'abolition des classes sociales. Hein. Tout le monde va être des travailleurs qui vont travailler pour le bien commun. Il n'y a plus personne qui va travailler pour un patron qui va se faire exploiter. Il n'y aura plus une minorité de rapaces qui va s'en mettre plein les poches. Et à ce moment-là, ben, l'appareil de répression va être de moins en moins nécessaire et l'État va tendre à disparaître. Et c'est comme ça qu'on va atteindre le communisme intégral dont je parlais plus tôt. Mais comment est-ce que les travailleurs prennent le pouvoir? Quand même, grosse question. En fait, les travailleurs ont presque le pouvoir absolu, c'est juste qu'ils n'en ont pas conscience. C'est eux qui contrôlent tout. C'est eux qui font que tout fonctionne dans la société. Donc, dans le cas d'une grève générale, si l'ensemble de la classe ouvrière est unie et décide de bloquer la production, ils peuvent bloquer, en fait, l'économie d'un pays en entier. Ils peuvent contrôler les usines, prendre le contrôle de chacun de leur lieu de travail, de chaque usine, décider quelle usine est fermée, quelle usine fonctionne. Et à ce moment-là, il se crée une situation de double pouvoir. Hein. Les travailleurs commencent à s'organiser avec un comité de grève au début qui se transforme tranquillement en conseil ouvrier qui peut prendre des décisions politiques. On l'a vu par exemple en mai 68 en France, pas ici, quand la grève générale a fait que les usines étaient occupées, les travailleurs contrôlaient la production et même la distribution des marchandises dans plusieurs régions. Si les travailleurs avaient été dotés d'un leadership conséquent et compétent à cette époque-là, les travailleurs auraient pu renverser l'État bourgeois comme un château de sable. Ils auraient pu s'en débarrasser aussi facilement. On l'a vu en 1917, hein, les travailleurs et les paysans organisés en soviet qui ont réussi à prendre le pouvoir. Comme ça, le gouvernement qui est en place s'est juste complètement écroulé. Il y a peut-être certains qui se diraient, ouais, mais la question de l'armée, l'État va dire à ses soldats aller massacrer les travailleurs. En 1917, ce qu'on a vu, c'est que l'armée russe n'était pas composée majoritairement de paysans qui étaient en train de se faire massacrer depuis des années dans une guerre contre l'Allemagne qui était déjà perdue, qui continuait en fait parce que le gouvernement russe avait fait des promesses et avait emprunté de l'argent aux banquiers anglais et français. Et donc, les soldats russes se faisaient massacrer sur les champs de bataille d'Europe. Ce qui est arrivé, c'est que les travailleurs, qui étaient sous la direction du parti bolchevique, sont allés promettre aux soldats et dire « Si vous nous laissez prendre le pouvoir, en fait, nous, on va signer une entente, on va vous donner la paix, vous allez rentrer chez vous, vous allez arrêter de vous faire massacrer. » Et donc, ce que ça a fait, c'est qu'à un certain point, les soldats ont juste fait « On veut ça, on veut la paix, on veut rentrer chez nous, on va soutenir les travailleurs, on va soutenir les bolcheviks. » Et ce qui est arrivé à l'insurrection en 1917, l'armée avait complètement délaissé le gouvernement, qui a juste eu à s'enfuir, en fait. Il n'y a presque pas eu de violence à ce moment-là. En mai 68, il y a eu un scénario assez similaire, en fait. De Gaulle est allé en Allemagne, parce qu'il y avait des soldats français qui étaient des divisions, qui étaient en Allemagne. Et il prévoyait une invasion de la France par l'Allemagne. C'est original. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a beaucoup de soldats français qui se sont mis à parler à des journalistes quand ils se faisaient poser des questions, puis ils disaient « Moi, je suis un fils de prolétaire, hein. Je suis un fils de travailleur, je ne vais pas rentrer chez moi tirer sur des gens qui sont comme mon père, qui sont comme mon frère, qui sont en fait mon père, mon frère, mon cousin, mon ami. »
Et ce qu'on voit, c'est que l'armée, à ce moment-là, elle se divise sur une ligne de classe. Hein? D'un côté, la bureaucratie militaire est peut-être à l'image de la bourgeoisie, puis elle va obéir à ses dictats, à ses ordres, mais la base de l'armée, ceux qui ont vraiment les guns et qui se battent, eux, ils sont pour la plupart des travailleurs, et donc ils ne vont pas aller accepter d'aller massacrer, en fait, leurs compatriotes, leur propre population. Évidemment, il y a toujours la menace impérialiste. Hein. Les pays impérialistes ne vont pas nécessairement accepter « Oh, cool, une révolution socialiste, c'est le fun ». Ça se peut qu'il y ait des attaques militaires. C'est arrivé après la révolution russe de 1917. Il y a 21 armées qui ont décidé de détruire la République soviétique nouvellement créée. Mais la réponse à ça, évidemment, les travailleurs doivent s'organiser de façon militaire. Hein. Les travailleurs russes ont créé l'armée rouge pour résister à ces attaques-là. Mais la meilleure arme pour ça, c'est un appel à la solidarité internationale. Et c'est ça qui fait, en fait, que les Russes ont réussi à gagner après la Révolution. Ils sont allés lancer des appels aux travailleurs, en fait, aux soldats de toutes les armées, leur dire « Arrêtez, joignez-vous à nous ». Et ce que ça a fait, c'est que dans bien des cas, en fait, des bataillons entiers ont fait « Non, nous, on ne va pas aller attaquer la République soviétique, on ne veut pas faire ça ». Et même à l'international, ce qui est arrivé, c'est que dans des pays, par exemple, comme en Angleterre, comme aux États-Unis, les gouvernements ont commencé à avoir peur parce que les travailleurs de ces pays-là commençaient à dire « Ouais, nous, cette guerre-là, on n'en veut pas. » Puis même, c'est peut-être une bonne idée, hein, ce qu'on fait. Peut-être qu'on pourrait faire ça ici. T'sais. Donc, pour éviter des mouvements de révolution de masse, les armées impérialistes ont décidé de reculer. Parce que, honnêtement, l'armée rouge n'aurait pas pu battre 21 armées impérialistes. Là, on est un peu exagéré. Et donc, justement, cette solidarité-là de classe permet après la Révolution, de donner un caractère mondial, international à la Révolution, et de créer une société, en fait, une communauté d'États socialistes internationales qui vont coopérer, puis qui vont mettre fin à toutes ces guerres impérialistes inutiles, comme on voit en Syrie, comme on voit au Yémen, où des enfants se font bombarder, où des innocents se font massacrer pour les profits des capitalistes. Et donc, c'est ça la meilleure solution pour sauver la révolution socialiste, c'est la révolution internationale. Donc, pour conclure, j'espère que je vous ai convaincu que l'État est au service des capitalistes, que les travailleurs, pour assurer leur émancipation, doivent se doter d'un État ouvrier, et que pour y arriver, en fait, ils doivent créer un mouvement ouvrier organisé de masse qui va rejoindre toutes les couches de la société, la classe ouvrière dans son ensemble. Et c'est à ça que nous, on aspire dans la riposte socialiste. Et donc, si vous voulez créer une société nouvelle, je vous invite à joindre les rangs de la Révolution, à vous joindre à nous, à joindre la riposte socialiste et à travailler avec nous pour créer une démocratie ouvrière, une société où on va pouvoir mettre fin à l'exploitation et à toutes les formes d'oppression une bonne fois pour toutes.